Puis... Ouais, vas-y. T'es willing de faire ça en même heure que d'habitude, ça serait l'idéal. Parce que moi, Genre c'est pour ça que j'étais 19h bien content. vendredi. Souvent, le samedi, je travaille puis je rush du Christ pour réussir à venir pour faire le live. Puis si c'était le vendredi à 7h, ça serait vraiment merveilleux. Mais là, Ok. c'est mon opinion à moi. Là. Ok, sounds good, man. Bon, mais les boys, on va checker ça, on va s'en jaser. Fait que je souhaite une excellente fin de semaine. Puis on se voit samedi pour cette semaine. Puis pour le prochain changement, ce sera sûrement la semaine d'après. À bientôt, les boys. Bonne soirée. Moi, je reste avec vous autres, guys. Fait que ciao, Jay. Fait qu'on va continuer, là, évidemment. Je vais juste répondre à quelques petites questions. Puis je vais vous montrer une coupe de setup altcoin. Puis, ouais, c'est ça. Fait que samedi qui s'en vient, on va le faire encore samedi parce que c'est comme pas décidé encore. Mais sûrement, justement, en fin de semaine, on va faire un sondage. Là, fait que ceux qui sont dans formation en crypto, vous répondrez tout au sondage. On va peut-être on va checker comment on le fait, là, peut-être des choix d'horaire. Mais je pense que lundi, mercredi, vendredi soir, ça ferait bien du sens. Des fois, il y a du monde qui ont plus du temps le soir. Fait que d'y aller vendredi soir, comme ça, le monde peut être là un peu plus tard. Puis c'est correct, le samedi après-midi, le monde profite de leur fin de semaine la plupart du temps. Fait que pour revenir à la question, juste, tu sais, Charles, par rapport à ce que tu disais, c'est ça, je voulais finir avec ça parce que là, j'ai sorti la ligne, pas la ligne, mais le Bitcoin all-time. Au final, tu sais, moi, c'est sûr, j'étais là en 2016-2017, mais juste pour un comparatif, généralement, quand on repart en bull market, c'est assez clair que la tendance à long terme, elle a shifté. T'sais, on brise des grosses lignes de tendance, on fait des higher high sur des gros time frames, on fait des gros breakouts. Mais à court terme, t'as quand même pas tort que souvent, on fait un breakout, puis après ça, on consolide. Breakout, que ça, c'est grosse tendance. Consolidation pendant un bout, éventuellement breakout. Fait que c'est pour ça que je disais tantôt, le marché est plus souvent en consolidation qu'en breakout ou en tendance. Fait que c'est sûr que si tu attends les breakouts pour te positionner, puis là, c'est sûr, je suis sur du daily, il y a des bonnes chances que tu manques une partie des moves. Des fois, les altcoins, c'est un peu plus clair, mais c'est pour ça que quand on a des périodes de consolidation, le but, quand la tendance est très claire, c'est de se positionner pendant la consolidation pour être prêt à justement quand ça va exploser ou dès que ça break out, on rentre dans un trade justement avec des setups de home run ou des setups de sniper sur un retest, des trucs comme ça. Mais tu sais, exemple, ça, on fait un flag comme ça. Tu sais, oui, on est en période de consolidation, mais on y va sur des confirmations que la consolidation est probablement terminée. Fait que là, on fait un flag. Dès qu'on break out, c'est le temps de se positionner. Puis pas juste sur le Bitcoin, mais ça, dans ces situations-là, c'est là qu'on peut rentrer sur des altcoins parce qu'il y a bien des altcoins qui se mettent à faire des gros pumps aussi. Le but, c'est de rentrer, pas nécessairement pendant la consolidation, mais direct au moment où on pense que la consolidation est finie. Donc, sur des breakouts, sur des confirmations que notre channel ou notre flag il est terminé, puis on repart en tendance. Mais c'est sûr que si tu attends qu'on fasse un new high ou qu'on aille beaucoup plus haut, puis tu rentres vraiment tard parce que tu attends, tu es trop patient, ben là, tu rentres des fois à la fin du move. Fait qu'il ne faut pas nécessairement être trop patient, il faut rentrer. C'est juste que ce qui est plus facile à trader quand la tendance est claire, c'est qu'à chaque fois que tu as une consolidation qui se résout, je veux dire, comme un flag, puis là, j'ai fait à l'œil vite fait, là, ils sont pas parfaits, c'est juste pour vous donner des exemples, des fois, c'est bien plus clair que ça. Dès qu'on a un pattern de consolidation qui break out, on prend des trades. C'est plus facile. On peut prendre toutes les flags, pas trop se poser de questions. Quand on a une grosse consolidation qui se termine, on peut prendre des longues, puis pas juste sur le Bitcoin, ça peut être sur des altcoins aussi, parce que les altcoins font le même genre de pattern aussi. Ça reste que le bull market en 2017, il a duré quasiment 2 ans de temps, où que la tendance était très claire pendant 2 ans de temps. Pendant 2 ans de temps, sur le weekly, tu faisais que des higher low, etc., ainsi de suite. Jamais on a descendu en bas de la 21 pendant 2 ans de temps sur le weekly. Ben, c'est ça, je remarque, c'est clean en crime, là.
quelqu'un aurait pu rentrer dans un trade puis jamais se faire sortir tout ce temps-là. Là, mais toi, comment tu l'as vécu, le changement de tendance? T'as-tu eu genre de la misère? Tu t'es-tu fait sortir à plein de reprises pendant, mettons, 2 mois de temps avant de comprendre que la tendance avait changé puis que là, on retournait vers le bas plus? Ou Ici, tu parles, mettons, quand le bull market a fini? Ouais, quand le bull market, ben, je te dirais même plus en haut, là, mais ouais, celle-là, c'est une belle zone de résistance, on va se le donner, là, mais là, parce qu'à un moment donné, c'est ça le danger, quand tu prends confiance que ça va tout le temps vers le haut, puis que tu continues à y croire, même quand la tendance ça change, ben tu peux finir par perdre une grosse partie des gains que tu as fait dans les derniers mois, là, tu sais. Là. Ah ben oui, mais ça c'est normal, on peut pas timer le top, puis oui, je continue à te faire des longues, puis je continue à te faire des longues proches des tops, parce que techniquement, tu es à un territoire de all-time high, la tendance c'est ton ami, fait qu'il n'y a pas de raison qui dit qu'il faut arrêter de faire des longues. Mais techniquement, si tu as fait des longues tout le long de la tendance, ben c'est pas grave si tu te fais stopper puis tu te fais avoir une couple de fois pendant quelques semaines, puis éventuellement, ben c'est tes moving average qui shift complètement, puis tu commences à avoir des signaux, pas juste sur le weekly, que là on commence à perdre à 21, ça c'est notre premier signal de wow, ok, le marché est en train de slow down. Mais quand on va après ça sur le daily, je vais se retourner en 2017. Le daily, lui, il a commencé à faire son cross. Tu sais, le cross de la 21 puis de la 50, historiquement, c'est un bon indicateur que le bull market est probablement terminé. Ça ne sera jamais 100%, puis ça pourrait arriver, puis finalement, on a une wave up comme c'est arrivé en 2021. Je remonte 2021. Comme ici, on a eu un croisement qui nous disait, bon, notre bull market il est peut-être fini. On a eu effectivement une méga drop après. Fait que c'était pas une erreur de dire, je sors tout, j'arrête, parce qu'on est passé quand même de quasiment 60 000 à 30 000. C'était une très grosse drop. Mais finalement, on a eu un croisement inverse. On est reparti, puis on a refait un new all-time high. Mais ça, c'était comme un mini-cycle. Là. C'était juste une couple de mois, ça. Là. Fait que techniquement, c'était quasiment le top du bull market. Ça faisait 2 ans quasiment qu'on renaît depuis 2019. Là, ça, c'est le COVID. C'est un peu une exception au graphique. Mais si on ne considère pas le COVID, on a eu depuis 2019 à 2021 un gros bull market de 2 ans de temps. Que oui, à cause du COVID, on est venu retester les lows. Mais ça faisait du sens de penser que le bull market était peut-être fini au moment où on a commencé. Puis c'est pas juste ça l'indicateur. On veut de la confluence. Le renversement des IMA, c'est un gros indicateur, c'est un gros red flag que le momentum est en train de descendre. Mais pas juste ça. Quand on commence aussi à faire des lower low et des lower high, bien ça aussi, c'est un gros signal. Là. Fait que quand le croisement il est arrivé, c'était pas juste un croisement. C'était un croisement suite à notre premier lower low et notre premier lower high depuis très longtemps. Parce que ça faisait plus qu'1 an qu'on faisait que des higher high, etc. À chaque fois qu'on faisait une consolidation, c'était des higher high, puis des higher low. Fait que c'est le même principe. Il se passait quoi avec le money flow sur le VMC rendu en haut? Probablement qu'il indiquait qu'on achevait. C'était même pas un indicateur que j'utilisais, mais check le money flow quand il descendait. Ah, il venait de dropper dans le rouge direct quand tu as eu ton croisement. Ouais, fait que ça, c'était un autre indice de confluence. Mais le money flow, il nous le disait bien avant qu'on ait le croisement de faire attention. Check ça, à quel point ça descendait. Le prix montait. Money flow arrêtait pas de descendre. Dans ce temps-là, j'utilisais même pas cet indicateur-là, mais techniquement, c'est le genre d'affaire qu'on peut utiliser pour faire comme wow, là. On fait un lower low, on fait un lower high, money flow dégueulasse, vraiment bearish. C'est un bon indice pour sortir. Puis il s'est passé la même chose, si je me souviens bien, dans le dernier market. C'est pas mal moins clair, par exemple. Sur le daily, on le voit pas super bien. Pour le DCA, quelqu'un qui est sur le spot, par contre, le money flow, il est précis à tabarouette, hein? Sur le weekly, il est vraiment bon aussi. T'sais, sur le weekly, c'est un peu plus clair. Puis oui, pour du DCA, ben c'est le DCA, tu veux le faire techniquement pendant que le money flow, il est dans le rouge et non dans le vert. Puis regarde à quel point qu'en 2021, notre money flow, il a plummet really hard ici. Puis ça, c'était la fin du bull market, justement. Quand on a fait un all-time high ici, puis là, on a commencé à faire des lower low,
et lower high, c'était fini. On a fait notre gros croisement de la 21 puis de la 50 sur le weekly. Première fois du bull market à part au COVID, là, parce que là, c'est sûr, ce cycle-là est un peu spécial. Mais après le COVID, on a monté. On n'a jamais descendu en bas de la 21 à part ici. Mais on n'a même pas eu le croisement de la 21 puis de la 50. C'est ici que le croisement il s'est fait. Ce croisement-là, c'était un méga red flag qui nous disait « Oh, minute, ce cycle-là, il est probablement terminé. » Lower high, lower low, croisement, money flow qui plummet. Il y avait plein de confluences qui nous disaient que ce cycle-là est probablement terminé. Puis, évidemment, on a passé de 50 000 à 15 000 pendant un an de temps. On était en bear market. Puis, après ça, on est reparti en bull market. Puis, vraiment, le market il était clair quand on a fait le croisement ici des moving average. Puis, qu'on est vraiment reparti sur un cycle bullish. Fait qu'on a eu un bull market. Ça a été un mini bear market avant de résumer le bull market. Mais ultimement, le croisement, il a eu lieu seulement en janvier 2026, au début de l'année. Parce que ça reste que ça ne nous time pas le top. Jay, il y avait d'autres indices pour sortir à 2015. Il y avait ton money flow qui était bearish. Tu avais tout plein de divergences baissières avec le all-time high ici. Puis, si jamais tu n'étais pas sorti à 115 ou quoi que ce soit, ben on avait une belle opportunité de sortir du marché quand on est venu faire le retest à 100 000. On est venu retester la 50 puis la 21, mais par en dessous, on a fait notre croisement bearish, on a commencé à avoir un money flow dans le rouge. C'était le même principe que le cycle d'avant. Puis probablement qu'on va revoir ce genre de pattern-là dans le futur, ou quand on va faire des all-time high, whatever, 200 000, puis que là, on va voir le money flow qui commence à descendre, on va voir nos moving average qui commencent à croiser. Bien, il va nous donner des chances de sortir du marché. On n'essaie pas de sortir au top. On essaie de sortir avant que le marché collapse vraiment raide puis qu'il tombe pendant 6-9 mois de bear market. Fait que techniquement, avec du recul, c'est sûr c'est un peu plus facile avec une vue de recul, mais moi aussi, je suis sorti du marché. Moi, je ne suis même pas sorti à 115. C'était vraiment bon parce que je connaissais même pas G dans ce temps-là, puis il y avait encore une meilleure sortie que moi. Je suis sorti un petit peu plus tard, à 105 à peu près, moi, que j'ai sorti tout. Qu'il y avait beaucoup de signes alarmants que j'avais spotés. Mais ça reste que je suis quand même sorti au bon moment. J'ai pas sorti le top parce que jusqu'à temps que j'ai des grosses confirmations, on ne sait jamais, on va-tu repartir puis faire des new all-time high puis s'en aller à 200-300 000? On ne le sait pas peut-être. Fait que tu sais, moi j'attendais d'avoir des confirmations majeures pour pour sortir du market. Parce que c'est des décisions assez drastiques de dire je vends quasiment toutes mes assets, puis je m'en vais en stablecoin, puis j'attends 9 mois, 1 an. Fait qu'il faut que ça soit fait sur des grosses confirmations. Francis? Ouais. Je sais pas si Charles avait d'autres choses, mais c'est juste parce que vu ton indicateur est sorti, ça m'a fait penser, parce que là, c'est la première fois que je le vois comme sur un long time frame de même. Comme là, on le voit qu'on est dans le rouge, mais vraiment pas autant que l'autre bear market. Ça veut-tu dire, tu penses qu'il nous en reste encore un petit bout encore à descendre, mettons, non, mais, ou bien s'il descend pas autant que l'autre bear market à cause que les institutions rentrent plus? C'est vraiment dur, c'est une excellente question, puis j'ai pas de réponse magique. Probablement, mon guess, c'est juste qu'on a eu une moins grosse descente en pourcentage, donc le money flow il est moins sorti, mais c'est sûr que oui, il y a probablement plus d'accumulation. C'est sûr que dans ce cycle-là, il n'y avait pas de ETF. Les ETF sont arrivés en 2023, début 2024. Fait qu'il y avait beaucoup moins d'institutions. Donc, le money flow qui descendait de même, c'était principalement le retail. Le retail, c'est du monde comme moi puis vous autres, des traders, du monde qui investissent en crypto, mais pas des institutions nécessairement. Fait que là, le monde, il paniquait. Il paniquait tout le long de la drop, fait qu'il y avait beaucoup de l'argent qui sortait des marchés. Là, en ce moment, ce qu'on observe, c'est que l'amplitude à la quantité de monde qui sort du marché est bien moins grande qu'elle était dans le dernier cycle. À cause que, justement, le retail, lui, il sort, il panique. De façon générale, le retail, il est très émotionnel. Mais les institutions, eux autres, sont en train de vraiment accumuler, comme Jay disait au début du stream. Donc, ça fait en sorte que le money flow, il descend pas tant que ça. Puis, ça me surprendrait que le money flow, il descende aussi bas que ça. Là.
Fait que je pense vraiment pas que c'est à cause qu'il va faire ça puis qu'on s'en va beaucoup plus bas. Peut-être, on sait jamais. Mais mon opinion à moi, c'est qu'on est dans un cycle beaucoup plus institutionnalisé avec l'ETF, avec le Clarity Act qui s'en vient, tout ça. Donc, oui, le retail, il sort, mais pendant que les institutions accumulent, donc ça fait un peu un effet inverse et ça limite les dégâts un peu. C'est pour ça que je pense que le pourcentage de drop qu'on a eu de quasiment 80% en 2022, je pense qu'on va avoir beaucoup moins que ça. Oups. Si je pars du all-time high, puis je le mesure, peut-être un 60-65%, pas impossible, mais je pense vraiment pas qu'on va aller chercher quelque chose de comparable au dernier cycle. Il y a trop d'institutions qui accumulent en ce moment, qui fait en sorte que, oui, on a quand même un bear market ou le retail qui comporte quand même une grande partie de l'argent en crypto, panique, sell, puis ils vendent tout, mais parce qu'il y a énormément d'institutions, on a MicroStrategy aussi, qui achète énormément de Bitcoin, tout ça, fait en sorte que les drops deviennent de moins en moins grandes parce qu'à chaque fois qu'il y a des drops, c'est beaucoup d'institutions qui reviennent dans les marchés et qui accumulent. Ça répond à ta question? Ouais, c'est bon. C'est pas mal ce que je pensais, là, mais ça, ton indicateur, je l'utilise pas. Faudrait que je commence. Mais... C'est pas nécessaire. Il est quand même compliqué à utiliser. Puis j'ai pas de vidéo là-dessus. Je pourrais peut-être en faire un, mais parce que je comprends que c'est quand même assez avancé. C'est-tu de l'argent qui sort des centralisés? Non, des échanges, non. Ça n'a rien à voir. Des échanges, non? OK, parce qu'il y en a qui surveillaient ça, puis c'est le même qui savait que les whales allaient vendre ou... non, juste, non, ça c'est vraiment à part. Leur argent, ouais. Okay. Non, le money flow, c'est un peu ça considère le volume, mais le volume des achats versus le volume des ventes. Puis, c'est que souvent, ça va considérer à quel point il y a plus de volume vers la vente que vers la hausse à un certain moment donné. Parce que des fois, il n'y a pas de... Ça, c'est compliqué un petit peu à expliquer, là, mais ton order book, il peut avoir des sell orders, des murs de résistance, mais il n'y aura pas toute la même quantité de volume. Puis des fois, tu peux faire un achat, on va dire, de 1 milliard de dollars, puis le Bitcoin, il va passer de 40 000 à 60 000 parce qu'il n'y a pas beaucoup de vendeurs, mettons, à ce moment-là. Fait que là, ça, si ça arrive, ça veut dire que tu vas avoir un money flow qui skyrocket en vert parce qu'il y a très, très peu de vendeurs. Mais si, au contraire, il y a vraiment beaucoup de vendeurs, mais le prix il fait quand même la même affaire, ben c'est que là, il y a énormément d'acheteurs, puis le money flow, au lieu de partir dans le vert, il va prendre vraiment plus de temps. Parce qu'il considère qu'il y a beaucoup d'acheteurs. Même si le prix il fait la même affaire, c'est la quantité d'acheteurs par rapport à la quantité de vendeurs qui est calculée. Puis comment qui est calculé exactement, je ne sais pas, je n'ai pas la formule mathématique, mais pour que ça fasse un petit peu plus de sens. Fait que quand le money flow il descend beaucoup, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'acheteurs, essentiellement. Ça veut dire que le prix il descend facilement parce qu'il n'y a pas beaucoup de buy order. Donc, ça ne prend pas énormément de volume pour faire descendre le prix s'il n'y a pas beaucoup d'acheteurs. Parce qu'il n'y a pas de gros murs. Donc, le money flow, il descend rapidement. C'est comme bearish. Ça veut dire que le monde, ils ne veulent plus acheter. Mais quand tu as une drop, mettons, en bull market, exemple, ce drop-là, juste pour donner un exemple, puis que le money flow, il descend presque pas, mais ça veut dire qu'au contraire, pendant que le prix, il descendait ici, tu avais énormément d'acheteurs. Le monde, il voulait tout acheter. Le prix a quand même descendu, mais tu avais tellement de limit order, ça a pris vraiment beaucoup de volume. Mettons, au lieu de 1 milliard de dollars pour le même mouvement, ici, on va dire, qui a causé une grosse drop. Ici, il y a peut-être eu la même quantité de volume, mais ça a fait juste une drop de quelques pourcents versus ici, qui a fait une drop de genre 20%. C'est un petit peu une explication vite faite du money flow, comment ça fonctionne, mais ça va essentiellement calculer la quantité de vendeurs versus les acheteurs, versus le volume, versus le mouvement du prix. Ça reste une fonction un petit peu compliquée, fait que c'est pour ça que je n'ai pas comme la formule mathématique de comment c'est calculé, mais au moins je peux l'expliquer d'un point de vue comme logique. Ça veut dire quoi ça, le money flow?
Fait que j'avais Eric qui est quitté. OK. C'est quoi le nom d'indication? Merci Pierre-Luc d'avoir partagé. Il n'y a pas des positions à prendre cette semaine. Barry qui demandait ça. T'es-tu encore dans le live, Barry? Je suis pas sûr. En fait, justement, à propos de ça, j'en avais deux que je voulais te demander, Frank. Je regardais Hype, puis j'avais pas embarqué quand tu l'avais annoncé. Sauf que là, présentement, je la regarde, puis je suis pas certain s'il essaie d'aller chercher plus bas. Parce qu'on a un gros fair value gap sur le 4 heures. On va aller voir Sinon, il y a deux indices qui pointent qui remontent. Là. On va aller voir ça. Bon, on va commencer direct par ça. Je vais le mettre en premier. Hype. Ouais, malheureusement, les trucs de la guerre, j'avais pris une position longue sur Hype la semaine passée. Je me suis fait stopper avec la drop qu'on a eue ce matin. Puis j'avais une grosse ligne de tendance aussi. Fait qu'on a vraiment brisé tous les niveaux du support majeur. Tu sais, le trade, là, ce genre de trade-là, je le reprendrais 10 fois sur 10. Là. Ça veut pas dire que le trade était pas bon parce qu'on s'est fait stopper. Il y a eu l'Iran puis tout ça. Des fois, c'est ça qui arrive avec le marché. Tu as des imprévus puis ça vient comme tout chercher nos niveaux. Comme Grass, là, je peux rementionner vite fait. Là. On avait une super belle tendance. On avait un breakout retest. Tout était parfait. Puis méga breakdown avec la news ce matin. Fait que, c'est pour ça qu'on avait un niveau d'invalidation très clair, puis on le voit à quel point que dès qu'on a perdu le niveau d'invalidation, ça a juste plummet down. Fait qu'il y a évidemment plus de trade à prendre sur Grass pour l'instant. Mais pour revenir à Hype, c'est pas vraiment une bonne zone pour faire un achat en ce moment. Je vais enlever ça, quoi que j'en ai parlé, fait que je peux le laisser. Mais là, on peut voir que premièrement, je vais juste enlever ça. On a perdu tout le support. On avait une Golden Pocket Zone. On avait un Fair Value Gap ici, qu'on voyait ici avec la chandelle sur le 4 heures. On a tout breakdown ça. Puis on a même perdu la ligne de tendance. Puis là, en ce moment, si je regarde même sur le 1 heure, on est peut-être en train de faire un retest bearish, mais parce que j'ai dit bullish parce que je voyais la divergence bullish en même temps. Fait qu'il y a comme un indice de contraire, si on veut, que peut-être que c'est pas un retest bearish, vu qu'Hype il y a un historique qui est très très fort. Puis on voit qu'on a quand même une bonne divergence haussière. On l'a fait aussi sur le money flow, mais on est plus habitué avec ceux du MACD. Notre momentum, il a presque pas descendu sur la deuxième vague, mais lui, notre prix est allé significativement plus bas. Donc ça, c'est une belle divergence haussière qui suggère que peut-être que Hyperliquid, il va pouvoir remonter en haut puis repartir. Puis tout ça, c'était juste un shake-out. Mais le problème, c'est que là, je ne peux pas être bullish sur le Bitcoin puis sur l'ensemble des cryptos avec ce qui s'est passé ce matin. Fait que j'ai quand même de la difficulté à être bullish sur Hype. Je le serais si on était, mettons, en haut ici. Puis que là, on venait retester puis que c'était ça la drop. T'sais, hier soir, j'étais bullish sur Hype parce que j'aimais ça voir qu'on venait retester la ligne de tendance. On venait chercher toute la liquidité qu'on avait ici. Puis on s'enlignait pour peut-être repartir. Mais là, finalement, on a breakdown ce matin avec la drop, qui est normal un peu. Il y a beaucoup de coins qui ont droppé aujourd'hui. Fait que est-ce que cette divergence-là sur le 1 heure est assez forte pour faire remonter Hype? À suivre, mais pour l'instant, ça a l'air plus d'un retest bearish, considérant que cette zone-là est extrêmement importante. Ça a été de la grosse résistance, beaucoup de résistance et de support dans le passé. Donc, c'est le genre de zone que ça a été support, puis là, on l'a finalement breakdown. Donc, oui, ça pourrait être un fake-out. Si on check, mettons, sur le daily, là, il est 8h et quelques, donc on a fait notre daily close il y a quelques minutes, il y a 20 minutes. On a fait notre daily close ici en bas de la zone. C'est vraiment pas le close qu'on veut voir pour avoir quelque chose de bullish. En plus que, je vais juste voir... Non, on n'a pas fait de divergence baissière sur le daily. Mais ce qu'il faudrait voir pour ma part, parce que ça arrive des fois qu'on a un close qui vient comme un peu en bas. Techniquement, le close, il n'est pas été en bas. On a juste wick en bas de la ligne de tendance, puis on est revenu en haut. Mais là, on est en train de trader en bas. Puis si on close justement demain définitivement en bas ici, probablement que Hype il va redescendre peut-être à 61$. Ça serait pas surprenant.
Parce que là, c'est un gros niveau majeur de support qu'on aurait perdu. Oui, on a un support ici partiel environ à 65 $, mais la grosse zone après ça d'accumulation et de support, c'est les 61 $ environ, où ce qu'on avait énormément de support. Fait que dur à faire un long en ce moment, même si j'adore hype, il y a des moments que c'est pas nécessairement le temps de prendre une position longue. Pour ma part, il faudrait vraiment le voir revenir en haut de la zone pour que j'aie de la confiance sur hype. Notre invalidation, vous savez, je déteste faire un short sur hype. Si vous voulez faire un short, c'est votre argent, c'est à vous de le faire. Ça serait techniquement un setup de short qui n'est pas si pire, mais c'est évidemment un setup contre la tendance. On est dans une tendance haussière assez forte, puis ça risque d'être juste un retracement. Puis si jamais on a moindrement un bounce haussier, bien probablement que Hyperliquid va décoller à 70$. En ce moment, si on regarde le time frame un peu plus court, on est potentiellement en train de faire un flag ici. Ouais. C'est que c'est pas un beau breakout de flag. Pourquoi je dis ça? Oui, on a une forme qui ressemble à un flag. Puis on pourrait dire techniquement c'est un breakout avec une divergence haussière. Je pourrais pas être contre l'idée. La seule affaire, c'est que c'est un breakout qui est juste en dessous d'une résistance majeure. Fait que ça, c'est le genre de flag breakout qu'on ne prend pas de long là-dessus. Je prends pas un long là-dessus. Il faut avoir la meilleure confluence. Ce qu'on veut, c'est un flag au-dessus de la résistance précédente ou du support. Mettons un flag comme ça, puis là, on fait un breakout. Fait que le même flag, mais au-dessus du support, puis ça, c'est un super beau long. Puis c'est exactement ce que j'avais pris comme long la semaine. Ben, c'est même pas la semaine passée, là, c'était en fin de semaine. Parce qu'on a eu notre flag, on a fait un breakout, on a eu même un retest pour un deuxième flag, mais au-dessus de ma zone de support. Ça, c'était un setup de long vraiment beau et intéressant à prendre. On pouvait avoir un stop loss vraiment structuré en dessous de notre support qui faisait du sens. Mais là, on a perdu le support. Fait que ce breakout-là, surtout qu'il n'y a pratiquement pas de volume en plus, c'est pas vraiment un breakout, là. C'est plus un retest bearish qui a eu un petit peu de momentum haussier parce qu'on a fait une divergence haussière, mais probablement que ça va fail, ce breakout-là, là, si j'avais à prendre un guess. Fait que, je sais pas si c'était ça que tu voyais un peu, Pierre-Luc, ou tu voyais d'autres choses, mais ça ressemble à ça. C'est ça. Ben en fait, hier soir, je regardais, quand je l'ai pu baisser, là, je regardais ça, je me disais, OK, peut-être que ça pourrait être intéressant s'il remonte, mais finalement, il a descendu encore plus bas. Puis, comme tu dis, on était direct en bas de notre support, mais moi, c'était plus, je parlais de ça en fonction, s'il continue de descendre, ben, y a-t-il des chances, selon toi, qu'il aille chercher les, il y a sur le 4 heures, comme je disais, il y a un gros fair value gap à 64, mais là, tu l'as confirmé, s'il descend jusqu'à 61, ça va être, ça serait quelque chose d'autre d'assez intéressant. Ouais, puis c'est sûr qu'on a effectivement un fair value gap ici quand même assez important parce que c'est le dernier. Hein, il n'y a aucun vraiment fair value gap plus bas que ça. Puis sinon, oui, il y en a des beaucoup plus bas, là, mais on va traiter chaque niveau en soi. Ces fair value gap-là, ça se peut qu'ils ne soient jamais revisités aussi. Peut-être que si jamais le Bitcoin... dans quelle situation qu'on irait revoir ces fair value gap-là si le Bitcoin s'en va à 40 000? Si le Bitcoin puis arrive une grosse panique, l'Iran drop une bombe nucléaire sur Israël, de quoi de genre? Ben, je pense pas que c'est ça qui va arriver, là, mais ça pourrait être un autre news, un catalyste qui crée un Black Swan event. Peut-être ça n'aura même pas rapport avec l'Iran. Ça pourrait être... je sais pas. C'est dur à anticiper. On va pas spéculer trop, mais un Black Swan event style COVID qui fait que toutes les cryptos, même Hyperliquid, a un méga crash. Mais je vous dis, guys, si jamais on revoit Hyperliquid à 50$, il y a des bonnes chances que je mette tout mon argent là-dedans. Là. Pas 100%, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Que je mette énormément d'argent là-dessus puis que j'aille all-in sur Hype. Ça reste que ça serait une opportunité insane pour ma part. Mais ça se peut qu'on ne revoie jamais ce prix-là de Hyper. Fait que chaque chose en son temps, il y a bien des gaps qui se font jamais fill. Fait qu'il ne faut pas penser que il y a des gaps, donc il faut qu'on aille plus bas. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est plus que si on va les chercher,
ben là, ça risque d'être des grosses zones de renversement qui vont vraiment créer une nouvelle tendance haussière à partir de là. Mais ça se peut qu'on les voit jamais. Même sur le Bitcoin, puis quand il y a des assets qui sont très strong, qui ont eu des grosses tendances à long terme, il y a énormément de gaps qui n'ont jamais été remplis sur des time frames élevés. Tu sais, je check le Bitcoin, là. On est sur du weekly, là, mais regardez le nombre, il y a des gaps partout ici là, qui n'ont jamais été fill. Pensez-vous réellement que le Bitcoin, il va venir remplir ce gap-là à 1500$, tu sais? Non, il ne reverra jamais ce prix-là. C'est 99,9% de chance que le Bitcoin ne revienne jamais à ce prix-là. Il va toujours s'en créer des gaps qu'on ne viendra probablement jamais remplir. Puis c'est pour ça que ce pas tous les gaps qui se font remplir. Même affaire ici, on a des gaps à 10, 12, 13 000. Probablement qu'on ne retournera jamais là. Parce que même... J'ai juste une petite question quick pour toi, Francis. Ouais. Tu parles des gaps, là. Tu sais, mettons, tu retournes sur des time frames plus petits, là, genre, disons, là, 1 minute, là, pour exagérer, là. Mais ces gaps-là, souvent, sont remplis, là. Tu sais, t'as du up and down, là, ça se promène pas mal plus, là, tu sais, là. Fait que c'est juste une remarque que j'ai faite quand je me suis mis à checker, là, 1 minute plus, que les order blocks, puis les gaps les fair value gaps, puis tout, puis tu sais, le monde est complètement différent, le point de vue est pas le même du tout, puis les gaps qui sont laissés sont pas du tout les mêmes réalités, là, tu sais, là. 100%. En fait, pas mal tous les scalpers vont utiliser les order blocks d'une manière ou d'une autre. Identifier les fair value gaps, c'est super important quand même. Peu importe le time frame, en fait, ça fonctionne sur tous les time frames, le concept de fair value gap, là. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que tu dis, genre, il y avait plusieurs gaps qui n'ont jamais été remplis. Mais tu sais, si tu les regardes de plus proche, ces gaps-là sont pas nécessairement... Tu sais, oui, sur le daily, oui, sur le 4 heures, ça a laissé des gros gaps, mais il y a eu quand même plus de volatilité. C'est rare que ça a parti d'une direction sans vraiment avoir aucune oscillation de prix, là, tu sais, là. Ah, ben oui, mais les gaps, je comprends ce que tu veux dire, mais les gaps sont attachés à un time frame. C'est pas parce qu'il a été il a été rempli sur le 1 minute que le gap il est officiellement rempli sur le 4 heures ou le daily. C'est pas les mêmes gaps, donc ça prend pas les mêmes conditions pour les remplir. Parce que dans le fond, mon point de vue, c'est, on dit qu'il y a de l'argent qui a été laissé dans ces gaps-là, mais tu sais, ils ont-tu vraiment de l'argent qui a été laissé dans ces gaps-là, ou bien ça a été absorbé sur des time frames plus petits? Alors, je sais pas si tu comprends un peu ma réflexion là, qui par rapport à ça. Ouais, mais c'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. Mais ça fait du sens ce que tu dis, puis je comprends très bien d'où ça vient. Tu pourrais penser que parce que le 1 minute il a été à ces prix-là, on a été chercher toute la liquidité. Mais quand tu as un gap sur le weekly, c'est que ça se fait pas en 1 minute que tu vas aller remplir cette liquidité-là. C'est des gros gaps qui sont créés, qui généralement va prendre plusieurs jours à aller chercher toute cette liquidité-là pour vraiment dire que le gap a été rempli. C'est la même affaire dans tous les marchés. Je réinvente pas les gaps, là. C'est vraiment, je comprends ce que tu veux dire, mais non, okay, c'est pas comme ça que ça fonctionne. OK, ben dans le fond, c'est ça, c'est que c'est pas parce qu'il y a eu de la volatilité sur le 1 minute que le gap il a été vidé en tant que tel pour autant. Ça n'a pas la même importance puis le même poids sur le daily et sur le 1 minute. Fait que c'est pas parce qu'il y a eu un quick pass par là que le gap s'est vidé pour autant nécessairement. Exactement. Okay. Il faut vraiment que le gap il soit rempli sur le même time frame qui a été identifié. Ça fait du sens. Good, merci. Pierre-Luc, c'était quoi l'autre coin que tu voulais regarder? L'autre, c'était XLM. Okay. On dirait qu'il est en train de faire un autre setup de sniper. Okay. Avec, dans le fond, il fait juste donner suite à ce qu'on avait déjà fait. Mm-hmm. Je vais juste répondre aux questions. Benoît, quand est-ce que tu utilises le 4 IMA? J'utilise jamais le 4 IMA. Et SMA 50, 100 ou 200. Je sais pas si c'est une erreur de frappe. Sûrement, Benoît, tu voulais dire quand est-ce que j'utilise le IMA versus la SMA. Moi, c'est assez simple. J'utilise quasiment tout le temps les IMA. Mais pas la 4, là. Je sais pas si le 4 c'est une erreur de typo. J'utilise la 9, la 21, la 50, la 100, la 200. Puis la SMA, généralement, ça va être juste la 50 puis la 200 pour un Golden Cross puis un Dead Cross sur les time frames élevés.
j'utilise, mettons, minimum 4 heures, j'utiliserai pas du tout les SMA en bas de 4 heures. Puis même le 4 heures, je les utilise pas énormément, mais des fois, je vais les regarder, voir y a-t-il un niveau important en SMA. Tu sais, la 200 en rouge, quand vous voyez ma ligne rouge dans mes graphiques à moi, des fois, ça se peut que ça change. il y a d'autres couleurs, là, fait que des fois, ça peut porter à confusion. Mais moi, ma ligne rouge, ça va toujours être la 200 ME, donc SMA. Puis les autres, ça va toujours être des IME. J'aime beaucoup la 21 puis la 50. J'ai des vidéos là-dessus dans la formation, tout ça. Je l'explique comment je trade ça. Parce que ils vont réagir beaucoup plus vite que les SMA. Puis, ça nous donne des tendances assez claires quand il y a des croisements, puis que le prix, il trade en dessous de ces deux-là. Puis, si la 21 est au-dessus de la 50, on est en tendance haussière et vice-versa. J'ai eu énormément de succès avec ça. La 9 aussi, j'aime bien, que Jay utilise beaucoup, mais Jay va l'utiliser un petit peu plus sur les time frames élevés. C'est pas que ça fonctionne pas sur le 1 heure ou sur le 4 heures, mais c'est que la 9, on va la perdre souvent. Donc, je trouve que c'est pas des confirmations aussi fiables que la 21 puis la 50. Fait que moi, c'est vraiment la 21, la 50, IME, mes favorites. Puis, SMA, ça va être la 200. Puis, sur le daily, mais c'est très rare que ça arrive, mais des fois, je vais aller voir, OK, la 50, je vais aller l'ajouter pour voir, on est-tu proche de faire un Golden Cross? Fait que là, je vais voir, mettons, là, je suis sur XLM, mais mettons, sur le Bitcoin, je vais aller les mettre, je vais aller rajouter, la 50 en orange. Je vais la mettre, mettons, en bleu, que ça soit un peu plus facile. Non, quoi que j'ai déjà la 9 en bleu. On va la mettre en blanc. Puis, je vais aller mettre 50. Fait que quand la rouge, elle va croiser la blanche ou grise, donc si jamais ça remonte puis ça descend, on va avoir un Golden Cross. Fait que ça, c'est quand même intéressant à suivre parce que quand on a eu des Golden Cross, historiquement, ça a été souvent, puis là je suis sur du weekly, mais ça a été souvent des renversements majeurs. Ça va être un petit peu plus fréquent sur le daily. Puis regarde, entre autres, quand je disais, je suis sorti l'an passé à peu près à 105, 110 dans ce coin-là. Justement, j'ai eu, entre autres, pas le Golden Cross, mais le Dead Cross qui est arrivé un peu après, qui m'a un peu validé que oui, probablement qu'on commence le bear market, qui est un peu ce que j'expliquais un petit peu plus tôt, mais avec mes IMA. Mais sur du daily, avoir un Dead Cross ou un Golden Cross, c'est un bon signal de renversement majeur. Donc, exemple ici, où on a eu un Golden Cross. Mais là, ça, c'est un cycle un peu spécial, là, parce qu'on a fait un all-time high, on a eu comme un mini bear market. On a eu techniquement un Dead Cross, puis tout de suite après un Golden Cross. Mais c'est vraiment ce Dead Cross-là ici, où toutes les IMA ont croisé la 200 MA, puis la 50 est tombée en dessous de la 200. On va le voir un peu plus évident si je recule, mettons, en 2023. Quand est-ce que ce Golden Cross-là est arrivé? Il est arrivé ici, où ce que la 200 est revenue en haut de ma 50. Non, excusez. Ça, c'était un Dead Cross, techniquement. Mais ça n'a pas duré longtemps, puis c'est ici qu'on a fait le Golden Cross. Fait que le Golden Cross, souvent, c'est le début d'une grosse tendance très forte. Fait que des fois, je vais les regarder. Mais quand il y a de l'action vraiment weird, parce que tout ça, c'est un bear market, essentiellement. Là. Fait que des fois, tu vas avoir plus qu'un croisement. Check ici, techniquement, on a eu un Golden Cross ici. Ça a duré un certain temps, mais on a eu un Dead Cross. Puis après ça, on a eu un Golden Cross peu de temps après. Fait que oui, des fois, on va avoir une petite drop, si on veut, qui peut causer un Dead Cross. Mais quand on a le Golden Cross qui revient, c'est comme si là, la tendance se résume. Mais c'est pas un signal qu'on peut faire comme moi, j'achète juste les Golden Cross puis je vends juste les Dead Cross. C'est de la confluence. On va l'utiliser avec d'autres choses pour avoir des signaux significatifs. Mais ici, on a eu un Dead Cross. C'était pas mal la fin du bull market de 2022. Mais tu vois, ici, on a eu un ici Dead Cross, mais on a fait un bull cross, un Golden Cross un peu plus tard. Puis finalement, on a refait un Dead Cross.
Fait que si tu tradais ces crosses-là, tu étais ben trop en retard, mettons. Là. Tu vends ici, ben tu vends essentiellement le bottom. Après ça, tu rachètes ici, ben tu rachètes à 50 000 puis on n'est pas allé bien plus haut. Là, oui, ici, ça aurait été un bon sell, mais c'est juste pour dire que des fois, il y a ces signaux-là. C'est lagging comme indicateur. Fait que je suis pas un grand fan, mais c'est le fun d'avoir un Golden Cross pour confirmer que le bull market il repart. Parce que tu n'auras jamais un bull market qui n'est pas en Golden Cross. Fait que c'est sûr qu'au minimum, il faut qu'il y ait un Golden Cross pour qu'on puisse confirmer que la tendance est en train de repartir vers le haut. Puis en ce moment, on n'est même pas proche de ça. Ça peut des fois se faire assez rapidement, hein? Mais on voit que la 50 est à 65 000, puis la 200 est à 74 000. Mais il va falloir que le prix monte pas mal, quelque chose comme ça, pour que la 200 continue de descendre un peu, puis que la 50 elle remonte. Ici, le Bitcoin, il va peut-être à 75 000, sur 80 000 dans ce coin-là. On risque de voir un Golden Cross qui va être le premier Golden Cross depuis le bear market. Ça risque d'être une confirmation de renversement assez importante. Crust ou crust. En fait, la façon que tu les écris, Daniel, ça se prononce techniquement exactement de la même façon. Les ED en anglais, souvent, ça se prononce comme des T. Mais c'est Golden Cross exactement. Ni un ni l'autre. Il n'y a pas de T à la fin. D'avoir un ED à la fin, ça serait au passé. Mais, en tout cas, segment en anglais, là. The lines have crust. Bon, je dirais ça, je le prononcerai avec un T, parce que ça sera au passé. Mais si je dis un Golden Cross, c'est juste C-R-O-S-S. Mais un motocross. Un Golden Cross. Alright, fait que XLM, on va aller voir ça, puis on va achever le stream bientôt aussi, 8h40. Fait qu'on va pas mal finir là-dessus. J'avais pas énormément d'updates anyway, pour être franc avec vous. Ça a été... je me suis fait pris un petit peu au dépourvu avec la news ce matin. Puis là, je suis pas vraiment en mode prendre des nouvelles positions. J'ai encore mon long sur Pendle puis Near. S'il y en a qui sont curieux. J'ai pas sorti de ces positions-là parce qu'ils sont quand même très forts, ces tokens-là. Fait que juste les montrer vite fait, puis je vais finir après ça sur XLM. Near, j'ai gardé mon stop-loss initial. On est revenu à mon entrée, mais j'avais pas mis mon stop-loss break-even. Je trouvais justement qu'il n'avait pas droppé énormément quand je checkais comparé aux autres. Il n'a pas fait comme Grass. Là. Grass, je me suis évidemment fait stopper. Lui, on passe au prochain, on l'oublie, là, puis on le reverra peut-être dans une couple de semaines s'il y a de quoi qui revient. Mais on a complètement fait le breakout. Shit happens. Near, par contre, il est très fort. J'en ai parlé pas mal au niveau des fondamentales. C'est vraiment un bon projet. Fait que je suis pas pressé de vendre ma position. Je trouve que mon entrée était très bonne. Mais techniquement, no financial, évidemment, no financial advice. Mais si quelqu'un voudrait peut-être prendre un trade sur Near, ça serait en ce moment une très bonne entrée. On a eu notre breakout, on est en train de faire un retest, puis à court terme, mettons que je vais sur du 15 minutes, on est en train d'avoir un mini break of structure. Qu'est-ce que je veux dire par là? Seconde. Je veux dire qu'on est en train de faire un higher high suite à la drop. Fait qu'on a eu une bonne drop, tard, évidemment. Mais là, regardez, qu'est-ce qu'on voit? On voit un head and shoulder sur le 15 minutes. Je sais que c'est un time frame très faible, mais un head and shoulder, ça reste un head and shoulder, peu importe le time frame qu'on l'observe. A pattern is a pattern, comme j'ai déjà dit, comme on dit en anglais. Ça peut être sur le 1 minute, un head and shoulder, comme le 15, comme le daily. Il n'y a pas de doute que c'est un head and shoulder, ça là. Fait qu'on a une neckline très très facilement définie avec le support ici, résistance, puis on a breakout la neckline, puis là on est en train de la retester. Je suis déjà dans le trade, fait que je ne vais rien faire, mais quelqu'un qui serait pas dans le trade, qui voudrait rentrer dans le trade, ça pourrait être une bonne entrée en ce moment, exactement le même trade initialement. C'est pratiquement le même prix que je suis rentré initialement. Donc, near aucun changement pour l'instant. Puis, il y a Pendle, je vais aller le voir vite fait, même principe un peu. Pendle extrêmement strong. Donc, je
J'étais rentré plus bas. Pendle, j'étais encore dans le profit. On voit mon trade ici. Je suis rentré hier. C'est-tu hier que j'ai donné le setup? Je suis rentré... Ah oui, Graham aussi. Non, avant-hier, excusez. Avant-hier sur Pendle, mais essentiellement, je suis rentré sur le breakout de ce channel-là. Ici, on a fait un breakout, retest, renversement, sniper setup. Puis pour l'instant, Pendle nous montre qu'il hold extrêmement bien comparé à l'ensemble des cryptos. Donc, il n'y a pas vraiment de raison de paniquer ou quoi que ce soit. Je suis un petit peu dans le profit. Je le laisse aller, tant mieux. Il nous montre que Pendle est un peu plus strong. Donc, si moindrement le Bitcoin a un petit bounce, s'il retourne peut-être juste, pas là je suis sur du daily, mais juste un petit bounce, même retourner à 65 000 peut-être, ben ça pourrait peut-être être ce que ça prend pour que Pendle explose. Ça reste que faites attention avec les longs. Là. Je suis dans des longs, je les avais déjà pris, je ne suis pas nécessairement sorti parce qu'ils ont holdé bien. Mais si vous commencez à avoir des bonnes drops puis le Bitcoin il commence à crasher, c'est bien correct de juste sortir du trade, break even au pire, puis attendre des meilleures opportunités. C'est pas un super bon moment pour être dans des longs, c'est juste que c'était des trades que j'étais déjà dedans, fait que je suis resté dedans. Graham que je peux aller voir, c'était l'autre setup sur Telegram. Lui il a droppé un peu. Je l'avais-tu en haut? Il me semblait que je l'avais amené en haut. On va aller chercher dans ma liste en bas. Graham. J'étais rentré à 1,78. La structure était quand même très très belle. Ça c'est vraiment un super beau setup de sniper. En gros range d'accumulation qui est support, résistance, méga breakout, retest avec un higher low. On a notre renversement. C'est vraiment un textbook sniper setup. Mais avec la drop d'aujourd'hui, on est venu retester la trendline. Je ne vais pas sortir de mon trade. Oui, j'étais à moitié à peu près de mon stop loss. Fait que c'est sûr que je suis underwater en ce moment sur mon trade. Mais ça se pourrait que ça soit vraiment juste un retest. Au final, cette zone-là de support, c'est une zone de support extrêmement importante. En espérant qu'on va juste faire un autre higher low par rapport au low ici pour peut-être repartir après ça. Fait que le setup il est techniquement encore valide. J'ajouterais pas nécessairement à ce trade-là. Il nous montre qu'il n'y a pas beaucoup de momentum à court terme, pour être franc. Donc ça se pourrait que ça soit un fail, ce trade-là. Mais si jamais on repart, puis qu'on a vraiment un regain de momentum sur Graham, puis qu'on a peut-être quelque chose comme ça, un genre de breakout, un autre genre de head and shoulder, un peu comme Near a fait, je vais peut-être rajouter à mon trade. Parce que là, je vais avoir une meilleure entrée, je vais pouvoir essentiellement DCA dans mon trade. Puis ça, c'est rare que je le fais, mais des fois, j'ai des bonnes opportunités de le faire. S'il me donne vraiment la structure, elle n'a pas changé, puis le setup initial est encore valide, bien, sur un petit breakout à court terme, mettons que je rentre ici la même quantité que je suis rentré ici, mais mon entrée se ramasse ici. Je me ramasse avec un average price entre les deux, puis ça me donne un meilleur ratio de risk-reward. C'est sûr que ça augmente mon risque, parce qu'au lieu d'avoir, mettons, 1 ou 2%, je pourrais potentiellement doubler le risque, fait qu'il faut faire toujours attention avec ça. Ça ne veut pas dire que je vais le faire, parce que c'est vrai, je pense que j'avais mis 2% dans ce trade-là. Fait que je ne suis pas sûr que je vais augmenter à 4% mon risque, mais peut-être ajouter 1% de risque ici. Parce qu'au final, si j'ajoute ici, avec un stop loss là, je peux mettre 2 fois moins dans le trade pour avoir la même quantité que j'avais ici. En voulant dire que si je risquais 100$ ici, on va dire, pour un chiffron, ben, je pourrais techniquement mettre 50$ de risque ici, puis ça va doubler ma position totale. Parce que je suis 2 fois plus proche de mon stop loss. Fait que c'est une bonne façon, des fois, j'augmente le risque de seulement 50%, parce que mon risque devient, on va dire, 150$ au lieu de 100$, mais j'ai 2 fois plus de position. Fait que ça, parce que ma position a diminué.
Fait que c'est des fois des bonnes façons d'average down dans une position avec levier. Pas quelque chose que je fais souvent, mais si j'ai des fois des bonnes opportunités, des fois je vais le faire. Fait que Ton, il y avait Zcash que je voulais montrer, parce que je l'avais en haut, là, je veux juste finir ma liste. Puis après ça, on finit avec XLM. Fait que Zcash est encore très beau. J'ai fait un trade. Je l'avais pas montré, je l'avais pas mis dans le trade setup parce que Zcash était dans une position depuis quand même assez longtemps que j'avais pris, que j'avais pas nécessairement mis dans les trade setup. C'était un peu un gamble que j'avais pris, pas mal plus bas, sur un liquidity sweep. Puis j'étais rentré dans le trade sans nécessairement le publier dans le trade setup. Puis finalement, le trade a bien fonctionné, mais j'en avais surtout parlé récemment que la Golden Pocket Zone, c'était vraiment une super belle zone, que si on pouvait avoir un renversement à partir de là, ça serait une bonne opportunité de trade. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont pogné le trade. Je dormais pendant que le breakout est arrivé, je pense. C'est comme arrivé à 8-9 heures le matin. Fait que je l'ai pas. Quand je l'ai vu, il était déjà rendu en haut, ce breakout-là. Fait que j'ai pas donné le trade setup parce que l'entrée était too late au moment que je l'ai vu. Fait que c'est le genre de trade des fois que je ne l'ai pas donné parce qu'il était trop tard quand je l'ai vu. Mais si quelqu'un a vu le breakout puis suivait le setup que je parlais, on a vraiment été chercher toute la liquidité, fair value gap, golden pocket zone, zone de résistance, puis regarder la réaction qu'on a eue quand on a renversé de cette zone-là. C'est vraiment, vraiment propre comme setup. C'est ce que j'aurais voulu voir sur Grass, par exemple. Mais Grass il a fait le contraire. Il y a eu la réaction inverse. C'est ça le trading. On ne sait jamais ce qui arrive. Mais quelqu'un qui est rentré peut-être dans le coin de 450, 455 a potentiellement fait un super beau trade qui s'est fait très rapidement. Donc, c'est pour ça que j'ai pris du profit à peu près à 495, si je me souviens bien. Je ne me souviens pas exactement, mais je l'avais publié dans les wins. 483, ok, je suis sorti un peu plus bas que ça. Fait que je suis pas sorti au top, là. J'ai attendu, parce que je me suis dit, ma target c'était 546 une fois qu'on brisait le 480. Fait que j'ai comme été patient, mais là, quand j'ai vu qu'on commençait à renverser, puis à perdre, à faire des lower high, etc., sur les time frames plus bas, là, j'ai décidé de juste sortir de ma position parce que je m'attendais justement à ce qu'on droppe un peu plus. Puis c'est exactement ce qui est arrivé. Mais là, je suis en train de le checker, puis c'est tentant de rentrer dans le trade, pour être franc. Avec ce qu'ils viennent de faire, techniquement, ça, c'est un beau flag qu'on a fait, puis qu'on a breakout. C'est vraiment tentant, considérant la zone. Jusque là, on est un peu plus haut. Puis je sais que c'est pas vraiment le temps de faire des longs en ce moment. C'est ça qui est un peu bizarre. T'sais, faire des longs quand le Bitcoin il look good, c'est facile. Tu te poses pas trop de questions. Le Bitcoin est bullish, on cherche des setups. Si le Bitcoin était bullish, j'hésiterais même pas à prendre ce trade-là sur Zcash. Un 3 pour 1, bien standard, stop loss en dessous de tous les niveaux du support, break, renversement du flag, tout le kit. T'sais, on a des higher low, higher low, higher low. C'est vraiment propre. C'est un beau setup de trade. La seule chose qui me fait hésiter, c'est que le Bitcoin est vraiment ugly. Il est vraiment laid en ce moment. Puis qu'à n'importe quel moment, à n'importe quel moment, le Bitcoin, il pourrait plummet down. Puis peut-être venir faire un new low. Genre, money flow sur le daily est vraiment dégueulasse. On est en bas de tous nos moving average. On est revenu en bas de la 21. C'est vraiment pas très beau. Mais Zcash, c'est un coin qui a déjà montré qu'il est capable de performer vraiment bien, même quand le Bitcoin n'est pas super beau. Donc, ça serait le genre de token qu'on pourrait faire un long dessus, étant donné qu'il y a plus de momentum que la plupart des altcoins. Un petit peu comme Hype. Tu vois, Hype il est en train de revenir. Momentum, money flow quand même beau sur Hype. Fait que tu sais, honnêtement, Pierre-Luc, on en parlait tantôt. Si Hype il revient en haut, puis on fait quelque chose comme ça,
puis on fait un petit breakout ici, là, ça pourrait être bon de rentrer ici. Un long ici, stop loss en bas, puis venez target les targets initiales pour un all-time high, un 3 pour 1 facile, puis peut-être même mieux que ça si tu es capable de le pogner un peu plus bas. T'sais, parce qu'au final, si on est capable de revenir en haut de cette zone-là ici, qui est la grosse résistance qu'on a, c'est plus la zone ici, où ce qu'on a eu nos 2 wicks ici puis ici. Si on peut revenir en haut de ça, créer peut-être un petit support, revenir en haut de la trendline, ben là, hype, il peut être vraiment beau pour vraiment repartir. Ça reste hype, hein? Faut jamais sous-estimer hype. On l'a vu très très souvent, de ne pas miser contre hype. Fait que c'est pour ça, entre autres, je voulais rien savoir de faire un short parce que je savais que si Bitcoin fait juste rien pendant un certain temps, même s'il ne bouge pas, hype pourrait exploser. On l'a vu plein de fois. Fait que je mise pas contre hype, mais ça veut pas dire que je prends des longues à n'importe quel prix à l'aveuglette. Je vais quand même attendre d'avoir un petit renversement un peu mieux que ça, mais il n'est pas nécessairement en mauvais territoire pour réclamer son niveau. Mais on est quand même techniquement direct sur la résistance, là, fait qu'il n'y a rien à s'exciter pour l'instant. Zcash, court terme, si je check le 15 minutes, il n'y a pas énormément de momentum. Volume descendant, fait que je ferai attention. Je ne suis pas intéressé à prendre le long pour être franc avec vous. Je suis déjà dans 2 longs dans un marché que je suis pas fan en ce moment. Donc, je suis pas dans une position où je cherche des longs, mettons. Je vais dire ça de même. Faudrait que Zcash il scream pour un setup un peu plus clair pour moi que ça. Qu'est-ce que ça serait un setup plus clair? Un autre retest de cette zone-là, mais avec un higher low, puis quelque chose comme un flag de même, qui vient breakout plus bas pour me donner un meilleur entrée que ça, pour vraiment que ça vale la peine de faire ce genre de trade-là, puis que je puisse avoir un risk-reward ratio de quelque chose comme 5 pour 1. Là, le risque vaudrait la peine pour moi de faire un long. En ce moment, 3.5, mais dans une situation où les chances sont quand même assez élevées qu'on drop à cause que le Bitcoin est vraiment assez bearish. Donc, oui, c'est un 3 pour 1. Techniquement, c'est un bon trade, mais c'est le genre de setup qui va se faire stopper très souvent, probablement. Parce que le momentum n'est pas très beau. Bon, fait qu'on va finir avec XLM. Allez-y si vous avez des questions de dernière minute pendant que je fais XLM. Je vais effacer mes dessins. GF qui est rentré dans Zcash. Nice, good job. Pas activé le TP1, mais t'es rentré à 445. Fait que t'es encore dans le profit en masse. Non, c'est ça. Ben, TP1, moi j'avais un premier TP à 480, techniquement, un partiel. Puis 547 à peu près, c'était mon major TP. Fait que c'est pour ça que à 483, j'avais pris du profit. C'était comme mon premier TP initial. C'est juste que ça a tellement explosé, j'avais même pas mis de TP pour être franc. Fait que quand je l'ai vu revenir à 480 en bas de mon TP, puis je le voyais qui consolidait alentour, je vais faire comme si j'avais mis un TP initialement. J'avais oublié d'en mettre un. Ça arrive. Mais des fois ça paye de ne pas mettre de TP. Puis des fois, ben ça paye vraiment pas, puis on le regrette. Fait que normalement, je mets toujours un TP, mais